Donc c'est une session qui s'appelle Conjoncture politique et échelle d'analyse du social en Amérique latine. Et on a trois intervenants, Marco Ceballos, Marcia Cunha et Arnaud Trenta, sur trois pays différents. Bon, je vais commencer avec ma présentation, je vous remercie, évidemment. Je vais aller assez vite, n'est-ce pas? Je vais essayer de faire en 15 minutes, je vais faire en 15 minutes. Ce qui veut dire que je vais tracer assez vite, donc tous les vides et les questions, on va les discuter notamment après. Ce que je vais présenter, c'est d'une certaine façon, c'est un nouveau sujet pour moi. C'est différent de ce que je présentais auparavant dans le contexte des séminaires et des livres qui s'agènent. Et notamment, je fais un travail pour essayer de comprendre ou de valoriser le sens, le poids du paradigme de la subsidiarité pour comprendre le cas chilien. Notamment, on va le voir, mais jusqu'à présent, on n'a pas été capable de présenter vraiment une analyse particulariste du cas chilien de politique sociale ou de protection sociale. Et on a tendance à dire que le Chili, c'est l'expression la plus avancée, la plus poussée du néolibéralisme dans le domaine du social. Je pense que c'est vrai, mais ça ne suffit pas en tant qu'encadrement d'analyse. Alors, ce que je propose, c'est d'expliquer historiquement, dans les dernières 40 années, la cohérence du système sociétal, on va dire, et donc qui a aussi une conséquence dans le domaine de la protection sociale à partir de ce concept de subsidiarité. La thèse que je vais essayer de défendre ici, c'est un papier en construction encore, donc je suis bien disponible à tout genre de discussion. La thèse principale, c'est qu'il existe un paradigme hybride qui devient une image de société au Chili depuis déjà 4 décennies, que je vais appeler de subsidiarité privatiste, entre autres pour le distinguer d'autres conceptions de la notion de subsidiarité, donc qui opère en termes de sociologie des politiques publiques, qui opère comme un référentiel de l'action publique dans le sens large. Et notamment le paradigme subsidiaire qui est conçu dès la fin des années 1970 au Chili, dès le début des réformes contre-sociales, on va ainsi dire, mise en place par la dictature civique militaire, prend sa source dans la définition aussi bien catholique de la subsidiarité que dans la source libérale chez Hayek de la subsidiarité, et n'a rien à voir avec le sens communautaire ou fédéraliste de la subsidiarité que l'on trouve par exemple dans la Constitution ou dans les formes de Constitution européenne. La Constitution 1980, c'est-à-dire une Constitution qui a été approuvée, qui a été frauduleusement votée en 1979 pendant la dictature, a déstructuré de façon très stratégique l'état de compromis latino-américain. Quand on dit l'état de compromis latino-américain, si on revient sur Bruno Lothier, c'est ce qu'il appelait l'état social dénaturé, c'est-à-dire des états sociaux latino-américains qui ont essayé plus ou moins de suivre le chemin des états sociaux européens de l'après-guerre, mais qui ont basculé vers la construction de compromis politiques autour du social. Et notamment l'argument de la nouvelle constitution de 1980 était de contrer un État de compromis accusé de gestion dogmatique et d'inefficacité dans la gestion des biens publics ou des droits sociaux. Entre 1976, 17 et 1980, il y a eu une commission nommée par la dictature, qui s'appelait la Commission Ortuza, et qui contient tous les débats qui ont donné lieu à la Constitution 1980 et qui est une source légale et légitime de débat au Chili chaque fois qu'il y a une discussion sur la constitutionnalité des actes publics. Donc ce n'est pas uniquement un document historique de discussion, c'est un document qui a un poids légal et qui est assez déterminant, par exemple, lorsque les tribunaux administratifs ou la Cour suprême ont à décider sur certaines situations ou demandes de révision de constitutionnalité. Qu'est-ce que j'appelle la subsidiarité privatiste?
ça c'est basé sur justement les discussions de la Commission constitutionnelle de 1977 à 1980. Premièrement, l'État chilien déclare la domination maximale de l'institutionnalité dans le pays. C'est une première annonce sur la mise à côté du poids politique des institutions intermédiaires ou des corps intermédiaires de la société, notamment les syndicats, les fédérations d'étudiants, les mouvements sociaux, les mouvements populaires, etc. Par le biais de la Constitution, il est instauré un système légal, mais aussi politique au Chili, qui transfère des compétences publiques que précédemment étaient concentrées dans l'État, dont des compétences sociales, de bien-être social, aux agents privés, aussi bien à fin lucrative que des ONG même, et où on signale, on décrit, on définit l'entreprise privée comme une entité intermédiaire, c'est-à-dire on transfère les droits d'existence politique dans la société qu'auparavant avaient ces sociétés intermédiaires, on les transfère aux agents privés. Et donc, on se dit finalement que l'activité productive et économique, en tant que productrice de richesse et en tant que distributrice de richesse dans la société, est une entité sociale, qui a une fonction sociale et qui doit être reconnue en tant que telle. Et explicitement dans la Constitution, les groupes intermédiaires sont interdits d'agir politiquement. C'est-à-dire si, par exemple, les membres des syndicats ne peuvent pas participer de l'activité parlementaire. Les parlementaires ne peuvent pas conseiller les syndicats. Donc il y a on octroie, disons plutôt, on limite l'action de la société civile, l'action de la société civile organisée, à des finalités très spécifiques. L'État renonce explicitement à pouvoir réguler l'économie, mais devant la capacité régulatrice de l'État, l'autonomie de l'entreprise privée, de ce qu'on appelle l'initiative privée, l'État ne s'attribue aucune obligation sociale concrète. Par exemple, on peut faire la différence avec la Constitution sociale de 1988 au Brésil, qui explicite un devoir de l'État en termes de sécurité sociale. Au contraire, au Chili, l'État renonce explicitement à de telles définitions et définit insistément la liberté dans la Constitution comme la liberté d'activité économique. C'est ça la liberté, c'est la liberté de pouvoir choisir la provision de biens et de sécurité dans le marché. Et donc, l'obligation de non-intervention de l'État. Dans les années 1980, alors, on a tout d'abord la mise en œuvre de la Constitution, on a fortement les vagues de privatisation des entreprises publiques, on a des réformes au droit du travail, la décentralisation, les réformes du système de retraite, de l'éducation, de la santé, qui mettent en œuvre ce principe de la subsidiarité de façon institutionnelle dans l'action publique concrètement, et donc au-delà uniquement du discours constitutionnel, donc ça prend du corps. Et ensuite, pendant la décennie 1990, c'est-à-dire dès la récupération de la démocratie, cet ordre social de la déresponsabilisation de l'État, en termes sociaux notamment, est légitimé par une poussée de la marchandisation des rapports sociaux, notamment dans une expertise administrative, dans les discours politiques, dans l'autonomisation du champ politique, sa capacité et son droit d'autorégulation, et aussi dans la pratique sociale, dans la culture. C'est un peu le bilan final que je propose. C'est-à-dire la Constitution, en tant que récit sur l'ordre social, a une concrétion factuelle dans la société. La subsidiarité privatiste, telle que je propose de m'entendre, devient un modèle de gouvernementalité. Et il y a un anthropologue, Ortúzar, qui n'a rien à voir avec Ortúzar qui présidait la commission constitutionnelle, qui arrive à la conclusion que l'idée de subsidiarité dans l'ordre sociétal chilien
est une alternative conceptuelle au principe de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire reconçoit autrement l'idée de souveraineté. Et donc, ce n'est pas uniquement une idée, mais c'est une conception de l'ordre social. Elle a été conçue donc dans les années 80, à savoir que la dictature, déjà au moment de faire voter, de mettre en place la Constitution de 1980, elle était déjà en train de penser, elle était déjà en train de planifier la sortie de la dictature. La démocratisation du Chili à partir des années 90 a été planifiée au préalable par le système normatif de la dictature qui a supposé avoir été capable de mettre en place un système appelé de démocratie tutélée, donc c'est une traduction barbariste, de démocratie formelle on appelle aussi, qui va très bien tenir le coup jusqu'aux années 2000, notamment jusqu'à après la crise asiatique de 1988, qui va montrer un manque de performativité de ce système, notamment par une augmentation de la pauvreté extrême. Et ça va ressentir aussi l'effet au niveau des foyers privés, par le biais d'un endettement privé très grand, et une surcomplexisation dans le fonctionnement de certains systèmes de provisionnement sociaux, notamment la dualisation dans le système de santé. Et notamment c'est dans le domaine de l'éducation que ce qui va devenir un champ emblématique de résistance à cette idée de subsidiarité, mais c'est un phénomène assez récent. Et donc en construction, et c'est un phénomène, le débat politique autour du champ éducationnel, c'est un débat qui est mené par des nouveaux acteurs du politique, et notamment les mouvements d'étudiants. Alors, est-ce que cela voudrait dire que cette idée de subsidiarité privatiste est comprise au Chili? Pas encore, mais il y a suffisamment d'évidence pour soutenir que ce système n'est plus capable vraiment de gérer un encadrement de gouvernementalité. Je vais passer sur quelques données vite fait pour essayer de montrer le cadre général. Donc, bien que les conjonctures puissent nous parler d'une certaine marge de manœuvre politique des différents gouvernements, c'est-à-dire par exemple augmenter ou réduire la dépense sociale, c'est le cas d'une comparaison simple entre le gouvernement Bachelet, le premier gouvernement Bachelet et le gouvernement Pineda. Finalement, ce que nous avons, c'est une tendance de la dépense publique sociale qui est très stable dans le temps. Et notamment ce que vous voyez dans ce graphique-là, c'est qu'au fur et à mesure que la dépense publique en matière de sécurité sociale et prévoyance sociale décroît, donc l'État dispose d'une marge financière pour pouvoir augmenter la dépense en santé et en éducation notamment. Autrement dit, ce que nous avons principalement là, c'est une structure de la dépense sociale publique, donc une structure de l'action publique dans le domaine social qui est plutôt inertielle. Il n'y a pas de grande transformation structurelle au fur et à mesure que se succèdent différents gouvernements, mais il y a une continuité programmée des marges de manœuvre d'action sociale de la part des gouvernements. Il n'y a pas de changement dans la structure de la dépense, ni dans la structure de l'action de la politique sociale. Nous avons notamment un système de pension, de retraite, le système des AFP, des administrations financières privées des fonds de retraite, qui gère une accumulation d'un demi-siècle d'épargne individuelle obligatoire de la population active. Cette épargne devient le premier ou le deuxième fonds financier le plus important au Chili. Et d'une certaine façon, c'est l'épargne de la prévoyance sociale qui assure à l'industrie financière une rente permanente. Voici une description des sous-secteurs de la dépense sociale publique du Chili pour l'année 2012, c'est-à-dire à la fin du gouvernement de Michel Bachelet. Qu'est-ce qu'on voit là? Notamment en matière d'investissement de dépenses sociales publiques, en matière dans le domaine du système de pension et du travail, presque la moitié de la dépense sociale publique en travail et prévoyance sociale correspond aux obligations que l'État a encore envers le vieux système de pension redistributive, solidaire
qui existait jusqu'en 1980, mais qui a encore la responsabilité des nouveaux personnes qui partent en retraite. Si vous voyez ce graphique-là, la grande majorité des cotisants actifs du système de retraite sont sur le système des AFNB, et le système des AFNB a une très petite proportion de pensionnés. Et les pensionnés actuels sont toujours sur les obligations publiques de l'État et non sur l'industrie des pensions. Qu'est-ce que nous avons dans le domaine de l'éducation, notamment des subventions scolaires, 60% de la dépense sociale publique en éducation, les crédits et les bourses à l'éducation qui représentent près de 20% de la dépense sociale publique en éducation, l'aide alimentaire qui représente 12% de la dépense publique en éducation. Le 90% de la dépense publique en éducation n'est pas destiné à la provision de l'État en services d'éducation, mais est destiné par l'État à la subvention des services en éducation qui sont majoritairement pourvus par des acteurs privés. Là, nous avons, dans le domaine de la santé, comment se distribue la population par rapport aux différents systèmes d'assurance santé. En vert, c'est l'exception, c'est le système particulier, c'est-à-dire par exemple les étrangers qui habitent au Chili, ou certains régimes très particuliers de certains groupes socioprofessionnels particuliers. Et ce que nous avons, c'est que la norme, c'est que les Chiliens sont assurés par le système public, appelé FONASA, Fonds National de la Santé, qui est un système déficitaire, de façon croissante, il est déficitaire, et le système privé, qui est extrêmement performatif en termes d'accès aux soins, en termes de qualité des soins, représente une petite proportion des affiliés chiliens, et notamment à partir de 1998, c'est-à-dire à partir de la crise asiatique, il y a des gens qui fuient le système public, le système privé par exemple, et partent sur le système public, c'est-à-dire que l'État, en plus, il doit se prendre en charge les gens qui n'ont plus la capacité d'acheter dans le système privé et qui le faisaient auparavant leurs soins de santé. Ce qui veut dire en plus qu'il prend en charge un univers de cotisants, d'usagers du système privé qui sont habitués à la performativité d'un système privé et pas à la performativité d'un système public. Nous avons donc au Chili une universalité nominale de l'assurance santé, parce que en principe tout le monde y est assuré, indépendamment du manque d'accès ou de la mauvaise qualité ou des listes d'attente, etc. Il y a une dualisation radicale en termes de santé, c'est-à-dire les riches ont le droit de cotiser sur un système extrêmement performatif, donc qui capture les grandes cotisations et donc a une certaine capacité d'investissement, tandis que les pauvres, ils sont sur un système très peu performatif. Et il y a une complexisation de la demande à partir de la crise asiatique et notamment à partir des réformes d'universalisation de la santé publique à partir du gouvernement Lagos. Je finis donc. Voilà un exercice que je suis en train de faire encore, et notamment c'est pour montrer combien la façon de structurer l'accès à la politique sociale au Chili dans tous les domaines est extrêmement fragmentée entre ministères, entre services publics, mais aussi, ça c'est un graphique plus difficile à comprendre, en horizontal, nous avons les domaines d'action publique de la politique publique, politique publique, et en vertical, nous avons les usagers, les types d'usagers de la politique publique. Et ce qu'on voit là, c'est une énorme fragmentation des actions publiques. L'action publique, elle agit très conjoncturellement sur des populations qui ont besoin de certains services à des moments donnés. Des services d'action sur le problème de drogue d'addiction des jeunes, les problèmes des financements des foyers dans des crises internationales. Alors, finalement, ce qui se dessine, ce qui est le plus performatif dans le domaine de la politique sociale au Chili, c'est notamment ce domaine de l'assistentiel, qui n'est même pas reconnu en tant que domaine de la dépense sociale publique, mais c'est une dépense qui est éparpillée en catégories appelées autres, dans différents ministères, et qui est un domaine qui a une grande capacité d'adaptation, de changement conjoncturel, qui représente une très petite partie du PIB national, qui a été l'objet d'un grand travail d'homogénéisation, de récatégorisation d'usagers, des méthodes, de rationalisation des méthodes d'intervention, et qui s'appuie fortement sur la dynamique des bonos, donc des subsides
d'exception. Et sur ce domaine-là, tous les gouvernements, depuis 25 ans au Chili, ont géré d'une même façon cette marge de manœuvre politique de la politique sociale qui est le domaine assistentiel. Et ensuite, je travaille sur une étude du contenu légal et normatif de ces corps qui définit l'action politique sociale, et notamment je travaille sur quelques 70 corps légaux des 4-5 derniers gouvernements qui nous permettent plus ou moins d'arriver sur ce bilan provisoire, c'est-à-dire les expériences de ciblage de la politique sociale n'ont pas fini en Amérique latine, n'ont pas fini au Chili notamment, et continuent à être explorées, et continuent à être travaillées, et c'est notamment le chemin principal de la politique sociale en Amérique latine depuis les années 80. Même si le système de protection sociale pouvant sembler être déstructuré dans l'ensemble de cette gouvernementalité de la politique sociale au Chili, il est fort cohérent et fort continuiste, je ne sais pas si ça existe le mot, dans ce contexte de subsidiarité chilien. Et donc la subsidiarité, ça devient vraiment une philosophie permanente de l'absentéisme de l'État, de la déresponsabilisation de l'État et de la priorisation de l'agent privé sur l'action publique. Et donc c'est un paradigme qui irradie la société elle-même sur le plan culturel. C'est un paradigme qui crée une hégémonie et qui devient aujourd'hui une source de résistance aux réformes sociales qui ont été plus ou moins essayées pendant ce dernier gouvernement. Contexte actuel, il y a une crise politique en Amérique latine, il y a une crise des gauches en Amérique latine, il y a une extrême fragmentation des gauches. Alors le bilan, me semble-t-il, triste, mais qu'on a devant nos yeux, c'est qu'il y a eu un cycle possible de transformation structurelle en Amérique latine qui a échoué dans le sens d'une démarchandisation des droits sociaux, et on est maintenant devant une forte réaction qui probablement va durer plusieurs années, lustres ou décennies. Merci. Boa tarde a todos. Essa apresentação ela se baseia numa pesquisa de pós-doutorado que está sendo feita na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, sobre inclusão financeira. Eu comentei com vários colegas que é difícil falar sobre essa pesquisa depois da apresentação da Lena Lavinas, que foi tão convincente, rica, cheia de dados. Né? Então, o que eu proponho e coloco na mesa é um pouco são as questões que orientam essa pesquisa, então, né, que partindo daquele diagnóstico, daquele cenário que foi proposto, que foi tão ricamente descrito, talvez a gente possa se perguntar, do ponto de vista do interesse para a discussão sociológica, né, do ponto de vista sociológico, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Por que e como isso foi possível, né? E o que isso significa, né, para a gente que faz pesquisa, discute, milita em torno das ideias de uma sociedade democrática, mais igualitária, mais justa, etc. Né? Então, do que se trata exatamente a inclusão financeira? Né? Desde 2009, no Brasil, o Banco Central lidera um conjunto de instituições ligadas ao mercado financeiro e instituições públicas para a promoção da inclusão financeira, que é a criação e a oferta, a circulação de produtos e serviços financeiros para os pobres. A organização desse novo terreno liderado pelo Banco Central é uma duplicação, é uma cópia no Brasil de uma organização que se vê no plano internacional. E aí eu coloquei aqui os principais eixos dessa estrutura, né? Então, no plano internacional, a partir de 2009, no G20, se cria a Parceria Global para a Inclusão Financeira. No Brasil, em 2010, se cria a Parceria
na OCDE, e no Brasil criou-se uma comissão, um Comitê Nacional de Educação Financeira, que, de novo, reúne instituições do mercado financeiro e organizações públicas para promover educação, ações de educação financeira. Só para rapidamente aqui dar uma ideia de quem são os atores implementadores da parceria global. São instituições criadas em diferentes momentos, né? A OCDE, o Banco Mundial e o Fundo da ONU são as instituições sempre presentes, mas existem outras instituições criadas mais recentemente. Então, por exemplo, uma rede de bancos centrais e outras agências reguladoras, essa aliança Better Than Cash, uma rede de governos, empresas privadas, organizações para o desenvolvimento, duas organizações ligadas de formas diferentes, né, ao Banco Central, mais de produção de conhecimento, de informação, de dados, de orientação, de implementação, de transformação de ambiente institucional para a promoção da inclusão financeira, né, disso que está sendo chamado de inclusão financeira. E aí, então, a ideia é esse espaço, esse fórum internacional, reunindo tanto atores privados, empresas, quanto atores públicos. E aí, essa parceria global, ela tem uma organização interna bastante complexa, ela é bem dividida. Mas o que interessa para a gente aqui reter é o fato de que o que é produzido pelas organizações que estão dentro dessa parceria global estabelece relações com os países onde se pretende implementar então essas medidas de inclusão financeira, interferindo então no ambiente institucional dos países, na legislação dos países, com a justificativa de criar um ambiente favorável para essa produção essa criação de produtos e serviços financeiros. E a justificativa para esse acesso é sempre a proteção dessa população, o acesso ao serviço financeiro como uma forma de garantia de direitos, né? E aí apareceu na discussão ontem, e é bastante presente, sempre esses bens de proteção relacionados nessa perspectiva ao mercado financeiro, à renda para a compra desses bens, há não muito tempo eram bens públicos, então ligados à educação, à saúde, seguro, etc. Bom, também rapidamente, a inclusão financeira, então, ela se organiza, grosso modo, em três ramos, vamos dizer assim. Então, o microseguro, e aí o microseguro, acho que a Dona Vanessa também mostrou, né? São produtos voltados para a população pobre, então, produtos de seguro especificamente relacionado a formas de vida, aos riscos aos quais essa população está sujeita. Então, por exemplo, seguro residencial, né? É um dos primeiros bancos privados do Brasil que começou a atuar nesse setor, entra fortemente nas favelas cariocas e de São Paulo, oferecendo, por exemplo, seguro de casa, seguro residencial contra enchente, contra queda de raio, contra incêndio, o tipo de incidente que decorre da forma precária de moradia. Então, o mercado de seguros vai lá e oferece seguros, o preço dos seguros é bastante barato, então o produto individualmente ele é barato, mas ele ganha em escala dado esse cenário. Então, o primeiro ramo são os microseguros. O segundo ramo
microcrédito. Microcrédito dentro de toda essa... isso que já foi dito, né, sobre o empreendedorismo, uma transformação de situações precarizadas de trabalho, né, numa chave positiva, né, da pessoa que faz um bom uso do acesso ao recurso financeiro, e aí toda uma estrutura, então, para tornar possível esses pequenos empréstimos, esse microcrédito. A Aliança Global para a Inclusão Financeira, ela se apropria de uma história de microcrédito que é muito anterior a ela, né? Faz referência às experiências do banqueiro dos pobres, experiências na Índia, Bangladesh, Bolívia, né? Como se estivéssemos então num momento em que a gente evoluiu daquelas primeiras experiências e hoje estamos num momento então de maturidade, que a gente pode finalmente emprestar para esses empreendedores, etc. Tem todo um discurso bastante moralizante. Então, microseguros, microcrédito e a micropoupança. A micropoupança basicamente é o acesso ao sistema financeiro, e aí, para o caso brasileiro, tem um significado importante, porque nesse discurso internacional o Brasil se firma como referência a partir da experiência do Bolsa Família. Então, também ontem, né, a gente, acho que foi a Isabel, né, que falou a coisa da bancarização, né? A bancarização é diferente de financiarização. Quando a gente observa o caso brasileiro, como o Bolsa Família entra nesse novo campo, né, que está em construção, a bancarização ela é simplesmente simplesmente não, na verdade, mas ela é essa porta de entrada. Existem estudos, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que é o banco público que opera o pagamento, operacionaliza o pagamento do benefício, que uma vez aberta a conta para recebimento do benefício, 42% desses beneficiários adquirem algum outro produto financeiro, né? E aí eu disse, não é simplesmente abrir a porta, porque chegar até esse pobre lá na ponta, na verdade, exigiu e exige uma série... esse canal precisa ser produzido e ele não é óbvio, ele não é trivial, né? Então, bom, eu vou dar um exemplo depois com a educação financeira, acho que fica mais claro. Então, uma das perguntas, né, como eu dizia, por que isso foi possível, né? E aí o que eu gostaria de colocar para o debate acho que ontem na mesa da tarde a gente discutiu bastante, né, a transformação pela qual o Brasil passou. Eu acho que tem algumas semelhanças, inclusive quando o Marcos fala, a gente lembra, né, da experiência brasileira, mas assim, grosso modo, então a gente tem esse período de fim do regime militar, o máximo da politização, né, movimentos sociais, etc., a produção de uma ideia de direitos sociais, nos anos 90, onde tudo isso é desmontado, né, principalmente no período Fernando Henrique, então o Estado é deficiente, o Estado não dá conta, um desgaste do tema dos direitos, etc., um elogio do privado, né? E aí tinha uma expectativa com os anos Lula, né, de uma transformação ou de alguma diferença, e pelo menos nesse campo a gente vê claramente uma continuidade, né, no que diz respeito às políticas desenvolvidas nesse âmbito de bancarização e posterior financiarização. Dentro desse processo, eu acho que tem 3 elementos que eu estou trabalhando de forma ainda hipoteticamente, né, de forma ainda preliminar. Nesse período, a gente vê
internacionalização do discurso social. Internacionalização do discurso social, tanto que assim, existe uma história também já antiga de atuação de organizações internacionais ou países ricos dentro dos países pobres no nome do desenvolvimento, né? Isso tem uma história antiga. O que a gente vê no período mais recente é uma intensificação disso, uma produção cada vez mais semelhante de discurso, de justificativa, de instrumentos de racionalidade que se filiam então a esse campo internacional dedicado a tratar dos problemas sociais nos países da América Latina, na Ásia, enfim, nos países pobres. Então, a internacionalização sempre um aspecto importante, uma proeminência de uma racionalidade econômica, né? Então, os termos do debate, os instrumentos utilizados nos debates e na reflexão ou na própria gestão das políticas, cada vez mais inundados, né, de uma racionalidade econômica. Então, o argumento do custo-benefício na avaliação de políticas, os cálculos econométricos para decidir que tipo de política, segundo a característica individual das populações, né? É possível isolar características e dizer, calcular a probabilidade de um indivíduo ser mais ou menos pobre a partir de determinadas características individuais. E, em terceiro lugar, então, apoiando, e junto, na verdade, né, com essa internacionalização, isso que eu vou chamar de economicização, mas não é exatamente isso, é mais essa racionalidade econômica, um avanço técnico, que permite que essas ideias, essas novas formas de tratar, de falar sobre os problemas sociais sejam de fato operacionalizados. Então, é possível chegar, é possível focalizar e isso criando nesse cenário internacional uma espécie de referência positiva em torno do Bolsa Família. Então, a pergunta sobre por que, imagino que tem a ver um pouco com essa transformação, que em resumo significa, a gente viu a desconstrução de uma série de referências, mas ao mesmo tempo a gente vê uma construção que passa por essas três linhas, vamos dizer assim, de força que cortam, né, esse terreno. Eu trouxe aqui alguns trechos. Eu disse que eu ia falar sobre dar o exemplo da educação financeira, né? A educação financeira, ela muito claramente é isso. A OCDE, então, cria algumas diretrizes. O Comitê Nacional no Brasil incorpora, e para chegar na ponta, esse Comitê Nacional, formado por instituições do mercado, isso é bom sempre ter em mente, instituições do mercado financeiro, junto com instituições públicas, fazem parcerias com as secretarias municipais e chegam na sala de aula. Então, hoje no Brasil, a gente tem aula de educação financeira sendo acompanhada e avaliada por instituições internacionais de crianças de 7 anos a adolescentes de 16, 17 anos. Né? Progressivamente, a gente já pega todas as séries do ensino formal no Brasil. Um trechinho de uma cartilha, não produzida pela Educação Financeira, mas produzida pela Caixa Econômica Federal, só para dar um pouco, um gostinho, na verdade, porque, enfim, é meio... A gente vai lendo e fala, nossa, infelizmente eu não consegui traduzir, né? Mas esses dois trechos, eles são muito próximos na mesma cartilha, são bastante significativos
indicativos do tom. Então, atitudes são tão importantes quanto o conhecimento. Nunca gaste mais do que ganha. Procure ganhar mais. E no segundo momento, na mesma cartilha, a ideia de que uma valorização, né, como se fosse um aspecto positivo, o fato de que se você não tem dinheiro, se você tem credibilidade, é um aspecto positivo, ok. Então é sempre esse elogio à prudência, um estímulo à ousadia, ao endividamento responsável, etc. Né? Aqui algumas figuras, né, dessas cartilhas, e aí tem para todos os gostos, né? Tem um preconceito de gênero, tem uma criancinha ocupando, uma coisa quase infantilizada, né? Quer dizer, um visual infantilizado. E aqui, por fim, o que foi chamado de agência barco. Nesse processo, então, de bancarização, por isso que eu estava dizendo, não é simples, né? Chegar até... no caso da educação financeira, se chega na ponta por meio da instituição pública. No caso da Caixa, se utiliza, além das organizações sociais que trabalham com a população na ponta, ONGs, né? Esse aqui é um outro exemplo, né? Isso aqui é uma agência. Se a pessoa não pode ir até a agência, a gente põe a agência dentro do mar que vai até lá e vende seguro, e vende serviço financeiro, etc. E aí eu termino assim, a minha grande inquietação o que toda essa experiência coloca é um encontro renovado, eu acredito, entre instituições de mercado e entre instituições públicas, não qualquer instituição de mercado, nem instituições financeiras. E qual é, então, o significado disso, né? Que estado que a gente está, de que estado que a gente está falando dentro desse âmbito, e quais devem ser qual é a relevância, né? Quais são os efeitos para uma concepção de direito, de cidadania, de pertencimento coletivo, de conhecimento, etc. É isso. Bonjour à tous, je vais m'exprimer en français, j'avais écrit le texte en espagnol pour que si jamais il était diffusé, tout le monde puisse s'y retrouver. Donc moi je vais présenter mes travaux que je fais sur l'Argentine qui portent sur les politiques d'inclusion et l'économie sociale et solidaire, et je voulais m'emparer de cette question. Comme en Argentine il y a, comme au Brésil, un virement à droite, un changement politique et peut-être idéologique, s'emparer de cette question des transformations, des reconfigurations actuelles, en analysant ce qui se passe au niveau des politiques d'inclusion et d'économie sociale et solidaire. Alors, avant d'en arriver à l'analyse, à la réflexion sur les transformations, voilà un schéma pour essayer de rendre compte de ce qui s'est constitué justement comme modèle de développement par l'ESS et l'inclusion sociale en Argentine, mais je pense que c'est valable, on va discuter pour d'autres pays latino-américains. Là, on est dans la version vertueuse du modèle. Mais donc, il y a eu, à la suite notamment de la crise 2001-2002, des mouvements sociaux de contestation, des rapports très étroits qui sont instaurés entre l'État, surtout au niveau central, national, et des organisations intermédiaires, donc des mouvements populaires, des mouvements sociaux, qui mettaient en œuvre dans les territoires paupérisés un certain nombre d'associations, notamment des coopératives, mais pas que. Donc, dans les interactions entre l'État et les organisations intermédiaires, on pouvait avoir des co-constructions de politiques publiques et des espaces de délibération. Je vous dis, c'est la version vertueuse pour l'instant, on va la discuter après. Au niveau plus des organisations du local, donc des organisations de travail, de la production du travail, mais aussi de politisation. Ça, c'est un point important sur lequel je reviendrai. Et c'est pour ça que la dimension collective des unités productives est importante, et un existant qu'on peut observer justement aujourd'hui, c'est peut-être un passage, comme le disait Jacob tout à l'heure, sur le passage vers une individualisation. Et c'est aussi questionner donc la finalité des inclusions sociales mais aussi politiques de ces populations historiquement marginalisées, puisque ces politiques d'inclusion
ces politiques d'ESS ont visé prioritairement les travailleurs informels ou également les chômeurs, notamment ceux qui étaient considérés comme inemployables, pour reprendre la terminologie de Léa, qui était valable en Argentine. Donc, bien sûr, tout ça est plein d'ambiguïté et finalement, on peut prendre des formes très variables selon les configurations. C'est-à-dire que dans la version vertueuse, on a des co-constructions de politiques publiques et des délibérations, mais on a pu observer aussi des politiques très top-down avec des mises au travail des pauvres. On peut tout à fait l'observer aussi dans ce type de modèle. Comme je vous disais, on peut être au niveau des organisations du travail dans des rapports d'exploitation ou de hiérarchie de genre, on l'observe également, et puis dans des rapports très individualisés et pas du tout collectifs. Mais voilà plutôt le modèle que je voudrais développer et discuter surtout. En tout cas, c'est ce qui s'est mis en place et ce qui est diffusé dans un certain nombre de politiques et par certains acteurs locaux. Donc pour analyser concrètement ce qui se passe, voilà un peu la méthode et le modèle que j'essaie de faire tourner sur différentes échelles, macro, méso et micro. Au niveau macro, donc c'est vraiment sur la définition des politiques publiques. Et là, je travaille auprès des ministères du développement social, donc au niveau national et au niveau provincial, puisque je suis sur deux terrains différents, Buenos Aires que j'avais fait dans ma thèse et Mendoza dans mon postdoc. Donc, quels sont les contenus des politiques sociales, des politiques d'ESS et de quoi sont faits les débats dans certaines arènes publiques qui sont plus ou moins formalisés dans la littérature experte. Également, au niveau méso, c'est la mise en œuvre des politiques d'ESS. Donc, a priori, sur ce qui s'est constitué sur la dernière décennie, plutôt des organisations, des associations, des mouvements sociaux. Là, j'en ai mis deux, c'est les deux sur lesquels je vais revenir. El Movimiento Evita, qui est une organisation socio-politique qui était très liée au gouvernement kirchneriste, mais j'y reviendrai, et qui a mis en œuvre une politique sociale qui visait 100 000 bénéficiaires tout de même, par la création de coopératives dans les territoires paupérisés, notamment du Conurbano de Buenos Aires, et une association plus locale de Mendoza, qui est une organisation centrale du mouvement d'économie sociale et solidaire à Mendoza, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et au micro, mais là j'aurais pas le temps de revenir, et puis c'était plutôt sur les politiques que je voulais mettre la focale, mais j'analyse aussi les usages, bien sûr, de ces politiques et de ces organisations. Donc, dans les politiques de production, au niveau individuel, ce que ça produit sur les trajectoires, encore une fois sur la construction de citoyenneté ou les inclusions de différents niveaux, et puis sur l'organisation du travail. Donc voilà rapidement sur un peu le modèle et le cadre d'analyse de mes travaux. Alors, l'Argentine, on n'en a pas vraiment encore parlé, donc je voudrais faire peut-être un point de contexte, comme je vous ai dit, avec le Brésil. C'est l'un des pays où la droite a repris le pouvoir à partir de la fin des années 2015. Il y a eu les élections où le candidat de centre-droit, Mauricio Macri, a gagné. Ça a été décrit, ça a suscité beaucoup d'angoisse, de crainte, à savoir est-ce que toutes les politiques sociales qui avaient été mises en œuvre pendant une décennie allaient disparaître, voler en éclats. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on n'est pas du tout, pour moi, dans le cadre du Brésil, où il y a une violence quand même institutionnelle et un rejet très fort de ce qui a été fait, mais il y a vraiment des formes de continuité dans les politiques qui sont mises en œuvre. Sur les politiques sociales. Je ne vais pas du tout faire l'avocat de Mauricio Macri, mais juste pour dire, c'est vrai qu'il y a eu une rupture, oui, au niveau de la macroéconomie. Il a complètement modifié la macroéconomie argentine pour la réinsérer complètement dans le marché mondial. Le taux de change, tout a été modifié. À ce niveau-là, on est dans une véritable rupture. Il vise à régler aussi le litige au niveau de la dette, au niveau de l'endettement du pays, à faire venir des investissements, notamment internationaux, pour le développement du pays. Donc sur les politiques économiques macro. Mais là, c'est quand même intéressant à prendre en ligne de compte. Au niveau des politiques sociales, c'est un gouvernement qui, jusqu'à présent, les élections intermédiaires en novembre, a été plutôt prudent et a reconduit, voire même élargi un certain nombre de politiques sociales. L'équivalent en Argentine de la Bolsa Familia du Brésil, c'est la Asignación Universal por Hijo. Et par exemple, dès qu'ils ont pris le pouvoir en début 2016, ils ont étendu ce subside qui est donné aux mères, notamment, qui s'occupent d'enfants. On est vraiment dans ce cadre
sociale. On avait 3,4 millions d'enfants qui étaient couverts en fin 2015, et on arrive à près de 4 millions depuis, en ouvrant en fait à ce que serait la figure de l'auto-entrepreneur en Argentine. Donc, un premier point. Et si on va sur les principales politiques d'économie sociale, là je vous ai mis sur votre gauche, c'est ce qui apparaissait, disons, sur le site du ministère du Développement Social à l'époque kirchneriste, et à droite, c'est ce qui apparaît sur le site du ministère du Développement Social, toujours, mais du côté macriste. Et on retrouve finalement les mêmes dispositifs. Donc il y a l'idée importante de générer des emplois et du travail au travers des coopératives, l'accompagnement justement pour la formation, l'assistance technique, le financement, le microcrédit pour ces organisations, la figure aussi de l'MPDO, vraiment de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, et centrale également, mais elle était déjà, ça j'y reviendrai, dans les gouvernements progressistes. Le microcrédit est là, la marca collectiva, qui serait une forme de label de l'économie sociale, est également là, et on a même quelques dispositifs de plus, mais qui sont plus surlignés, mais qui étaient déjà présents. D'ailleurs, l'organisation de certaines foires, de certains marchés, en fait, de certains centres de distribution des productions des organisations de l'économie sociale. Donc, d'un point de vue, ça je ne vais pas rester très longtemps, mais d'un point de vue d'affichage et d'un point de vue des dispositifs, pour l'instant, on ne dispose pas des budgets. De toute façon, il y a une opacité déjà auparavant, donc il a sécu pour le comparer, mais sur les dispositifs, on retrouve les mêmes, voire des prolongements. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment ce gouvernement libéral s'empare, fait une rhétorique finalement assez étatiste et républicaine, en critiquant finalement la tertiarisation qui avait lieu auparavant, puisqu'il considère que les mouvements sociaux et les mouvements populaires étaient des organisations privées, que c'était une délégation de l'État, donc ils reprennent la critique formulée auprès des gouvernements néolibéraux pour la rejeter sur les gouvernements kirchneristes, et eux veulent jouer un rôle étatiste. C'est l'État qui va prendre en charge la mise en œuvre de ces politiques sociales. Ça, je reviendrai aussi plus au niveau provincial, où j'ai plus de données. Le point sur lequel, quand même, on peut, pour l'instant, formuler des hypothèses, j'aurai des éléments encore au niveau provincial plutôt pour répondre, c'est le rapport entre justement l'État et les intermédiaires. Et là, je vous mets quelques photos, je ne sais pas si vous voyez bien, du mouvement Evita, qui était un allié très fort du gouvernement kirchneriste et qui était très investi dans la mise en œuvre et même la définition des politiques d'économie sociale. Eux, on peut être certains qui ne sont pas reconduits comme les intermédiaires de politique sociale sous les gouvernements Macri et sous ces gouvernements de droite, pour à la fois un affichage politique et idéologique avec les adversaires. Pour l'instant, sur ce grand programme dont ils étaient vraiment fer de lance, c'était la création de coopératives de travail dans les quartiers populaires. Là, vous avez une petite photo. C'était des coopératives qui avaient une assez faible autonomie. C'était une politique d'assistance qui visait clairement les chômeurs les plus inemployables et qui regroupait de redonner la culture du travail et un certain encadrement, mais où les frontières entre le travail productif et le travail politique étaient vraiment très, très mobiles, puisque plus on s'investissait dans le mouvement, plus on accédait à des responsabilités, plus on était détaché du travail productif, et au final, tous les responsables qui bénéficiaient quand même de cette allocation faisaient 100% du travail d'organisation associative, de mobilisation politique en faveur de ce mouvement et de ce gouvernement et accéder in fine à des positions politiques. Donc le travail, c'était faire des trottoirs dans les quartiers très pauvres, était une des activités principales, avec également le nettoyage des classes qui était déjà là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que sont devenus ces intermédiaires. Pour l'instant, moi je n'ai pas de données, je n'ai pas véritablement d'enquête. Ces politiques existent toujours, elles sont congelées dans le sens où il n'y a pas de nouvelles coopératives, de nouvelles organisations qui en bénéficient.
200 000, puisque depuis il y a eu une politique similaire qui a ciblé les femmes. Il y a 100 000 femmes directement, 100 000 c'est en majorité des hommes et certaines femmes. Les bénéficiaires touchent toujours, c'est autour de 4 000 pesos par mois, ce qui nous fait à peu près 220 €, sachant que le salaire minimum en Argentine est autour de 10 000 pesos. Et pour un ordre d'idée, le salaire d'un chercheur, d'un ancien chercheur, est à 20 000 pesos. On est quand même dans des petites sommes. Donc la question, c'est de savoir que s'est-il passé avec ces intermédiaires des politiques sociales. Est-ce qu'il y a eu des vagues, puisqu'ils beaucoup étaient investis dans les administrations municipales ou provinciales, voire même nationales? Et qui sont les nouveaux intermédiaires? Sont-ils plus des techniciens? Sont-ils d'autres politiques? Sont-ils reliés idéologiquement ou une alliance partisane avec le nouveau gouvernement? Ça, c'est des questions pour l'instant que je laisse en suspens. Et si on passe au niveau provincial, j'aurais déjà quelques questions, puisqu'on observe un phénomène relativement similaire, même si la configuration est différente. D'abord, ce que je vous montre, c'est une photo du congrès de Mendoza, puisque Mendoza est la seule province à avoir une loi d'économie sociale et solidaire qui a été promulguée en 2012 et votée à l'unanimité et portée par les militants de l'économie sociale et solidaire. Qui sont présents sur le balcon le jour où la loi est promulguée, une sorte d'embrassade générale. Donc la continuité est plus évidente et moins surprenante, je dirais, dans la province de Mendoza. Voilà un certain nombre de dispositifs que la loi a instaurés. Il y a des fonds spécifiques, il y a un registre d'organisation qui permet d'avoir notamment une fiscalité propre, un certain nombre d'avantages. L'État s'est engagé à consommer de l'ESS, c'est-à-dire à avoir autour de 10% de ses achats auprès d'organisations de l'ESS. Voilà, je vous passe un certain nombre de dispositifs. Un point qui était intéressant, et là on commence à aborder un peu quand même les transformations, c'est ce Conseil provincial d'économie sociale et solidaire qui était pensé dans la loi comme une instance de débat, de délibération où siègent 3 représentants du ministère, 3 représentants des organisations de l'ESS, un représentant non académique, et où est pensée une planification stratégique d'action publique en soutien de l'économie sociale et solidaire. Cela, depuis 1 an et demi, ne se réunit plus. Donc là, quand même, on voit de nouveau plutôt un rapport sans qu'il y ait véritablement d'excuses ou d'arguments donnés à la non-réunion de ce conseil provincial. Mais on peut y voir, encore une fois, plutôt un changement, une reconfiguration des rapports entre l'État et les organisations d'économie sociale et solidaire, où l'État veut, moins les nouveaux fonctionnaires, veulent être les principaux intermédiaires et acteurs finalement de ces politiques. Donc voilà ce qu'ils mettent en œuvre concrètement. Juste pour le dire, ce que l'on voit à la province de Mendoza, il n'y a plus de ministère du développement social, c'est devenu simplement un sous-secrétariat dans un ministère tripartite. La direction de l'économie sociale et de la sociabilité s'est maintenue avec des programmes encore une fois similaires. Et là, pour le coup, en enquêtant auprès de cette direction, on a beaucoup d'agents qui étaient déjà présents dans la gestion antérieure et qui sont restés. Bien sûr, les charges les plus politiques ont été changées, mais beaucoup des personnes travaillent au quotidien sur la mise en œuvre de ces politiques et sur les relations avec les bénéficiaires, sont restés d'une gestion à l'autre. Autre continuité, mais qui nous amène plutôt vers une tendance à la marchandisation, en fait, pour accélérer, sur le rapport à la décollectivisation que l'on peut observer tout de même dans ces politiques d'économie sociale et solidaire. Malgré les mêmes dispositifs, on voit finalement que les intermédiaires sont un peu écartés et lorsqu'on discute avec les fonctionnaires de ce ministère ou de cette direction, ils disent clairement cibler des individus et beaucoup moins des collectifs. C'est là que toute la rhétorique sur l'entrepreneuriat est très forte. Également, alors que dans le ministère précédent, dans le gouvernement précédent, on se focalisait sur les populations les plus vulnérables, aujourd'hui ça n'apparaît plus du tout comme une priorité. Et donc, il y avait
je passe un peu vite là-dessus, je le dis en un mot, mais il y avait déjà une pensée assez marchande dans la politique d'économie sociale telle qu'elle était mise à Mendoza, vraiment l'action de l'État aidait à une première structuration des organisations, des formations, un petit peu de financement pour du matériel, et ensuite les organisations devaient, par leur vente et leur production, leur productivité, durer sur le marché. Voilà, organisation de foires, un catalogue virtuel sur Internet. Je passe assez vite tout ça pour dire qu'il y avait quand même déjà une tendance à la marchandisation qui s'accentue notamment avec l'individualisation. Au niveau plus local, donc sur l'association LACA, qui est une association très importante qui se dit de consommation responsable et de commerce équitable. Donc là, on voit par contre à l'œuvre vraiment la dimension politique d'économie solidaire toujours extrêmement présente. Ils veulent réunir à la fois des petits producteurs et des consommateurs qui veulent rendre responsables, font partie de ces consommateurs, des familles, des individus, l'État, des grandes entreprises, et un projet d'une autre économie. Donc, malgré, disons, tout cela coexiste entre des politiques qui sont de plus en plus descendantes, je dirais, avec une tendance à l'individualisation et à la marchandisation, mais des organisations qui maintiennent une volonté politique et une activité relativement importante. Pour ces acteurs-là, eux disent ne pas voir de véritable changement. C'est-à-dire que de toute façon, dans leur discours, ce n'est pas l'idéologie qui est le plus grand frein dans la relation avec l'État, c'est l'inertie et la logique bureaucratique. Rapidement, je vous ai mis les sauces tomates, parce qu'on peut manger des sauces tomates solidaires à Mendoza dans un certain nombre de restaurants. Et par exemple, ça fait 1 an et demi qu'avec l'université, qui est aussi gouvernée par des radicaux, ils ont un accord avec la cantine universitaire pour que la cantine achète une grande partie de cette production de tomates par des petits consommateurs. Et depuis 1 an et demi, parce que pour tel ou tel point du règlement, ils ne peuvent pas acheter, par exemple, dans des bocaux qui sont recyclés, mais il faut des bocaux neufs, et des points de règlement qui surgissent, ils ne peuvent pas acheter en été, mais c'est l'époque de la récolte, et je vous passe les détails, mais c'était une façon pour eux d'expliquer que les logiques bureaucratiques et d'inertie étatique et de toute façon le principal frein au-delà des divergences idéologiques qui pour eux ne transforment pas fondamentalement. Juste en un mot pour finir, voilà, je pense que le cas de l'Argentine est vraiment différencié du cas du Brésil, est assez intéressant pour essayer de penser des formes de consolidation ou des espèces de consensus qui ont tout de même pu se créer durant cette décennie, ce qui renvoie sans doute à des traditions politiques ou à des formes aussi d'institutionnalisation du social différentes, des rapports à la citoyenneté, à l'acceptation de l'altérité aussi sans doute différents. Donc un processus tout de même d'individualisation, de marchandisation, et je dirais de dépolitisation sous-jacent, malgré un certain nombre de mesures et de politiques qui se maintiennent. Voilà, merci. Bon, je ne vais pas me lancer dans une réelle discussion, parce que c'est un show, que je n'ai pas lu les textes, et donc je vais juste un peu essayer de donner des idées qui m'ont traversé la tête, et évidemment qui font tout à fait, qui font vraiment cohérence. Je pense que la session est très cohérente, très intégrée, du coup, je pense qu'elle était incluse, mais intégrée en vrai. Et ça m'a réveillé pas mal d'idées. Donc je vais juste donner quelques pistes de ce qui se passe dans ma tête en ce moment, qui n'est pas très cohérent pour l'instant, et puis après on va bien sûr ouvrir à la discussion avec vous. Déjà j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que ce soit Marco qui ouvre, puisque tu as présenté finalement un cadre de subsidiarité privatisée, privatiste. Donc tu as probablement fait allusion au fait que c'était tu as impliqué en fait que la privatisation était nécessairement marchande, mais je pense qu'elle peut aussi, comme on l'a vu avec, moi je mets des guillemets énormes à ESS, mais un peu le truc ESS, le machin ESS, elle peut être
petits non-marchands ou sous-traitants de non-marchands, et où elle peut préparer à la marchandisation, comme on l'a vu avec la présentation de Bastien. Donc je pense que cette forme de subsidiarité, tu as montré aussi comment, plus que d'être un recul de l'État, tu l'as montré à travers la structure de dépenses, quoique tu montrais très clairement un redéploiement, et plus qu'un recul de l'État, c'est vraiment un redéploiement, et c'est l'État qu'on se représente souvent comme attaqué par les intérêts marchands qui remettent en cause sa souveraineté ou sa capacité de discussion. En fait, c'est l'État qui organise le redéploiement lui-même de ses périmètres d'action sans nécessairement lâcher prise sur sa capacité de gérer ou de gouverner, plus précisément, mais en réorganisant avec d'autres formes d'alliances que celles qu'on a connues dans différents pays. Vous savez tous que je ne suis spécialiste ni du Brésil, ni du Chili, ni de l'Argentine. Mais en tout cas, aucun État ne se construit dans un vacuum, dans un vide. Tous les États sont construits en s'appuyant sur les forces sociales. Et ce qu'il apparaît, c'est qu'en fait, le redéploiement de l'État orchestré au Chili, tel que Marco le décrit, se fait bien selon ces milieux-là. La manière dont j'ai compris partiellement, Bastien, désolé, la présentation de Bastien, en suivant un peu sur les textes quand même, c'est finalement la financiarisation constituerait, peut-être que je me suis trompée, mais constituerait une des dimensions de ce redéploiement et un des formes opératoires de mise en œuvre en fait, de la privatisation, de la subsidiarité privative, finalement, puisque pour déplacer les formes de gouvernement, y compris les politiques publiques, mais pas uniquement, donc les normes comportementales et les normes instrumentales et utilitaristes de la société, la financiarisation des gens qui ne le sont pas encore, parce que quand on dit les pauvres, en fait, au regard de la financiarisation, on dit ceux qui ne le sont pas encore, les autres le sont déjà. Donc cette nécessité d'étendre en fait, la financiarisation à ceux qui résistent, non pas parce qu'ils font de la résistance politique, mais parce qu'on suppose qu'ils sont ignorants, d'où le terme d'éducation financière, ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'à ça tienne, on leur fait du crédit pour leur donner les moyens. Donc c'est une forme opératoire finalement de cette forme de subsidiarité dont Massia, tu montres plutôt les institutions qui œuvrent à cette financiarisation plutôt que celles qui en bénéficient, où finalement tu ne boucles pas la boucle, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que tu montres comment on impulse la financiarisation, mais pas de quelle façon elle se traduit dans les comportements, par exemple auprès des banques. Est-ce que les banques en profitent? À qui profite cette financiarisation? Et est-ce que la boucle est bouclée en termes d'une part de marchandisation, donc d'augmentation de la surface de marché, également en termes de discipline, puisqu'il y a quand même une dimension disciplinaire, non seulement dans l'éducation financière, mais dans la finance en elle-même est une forme de discipline, tu le montres avec les boutons, etc. Mais également, du coup, dans l'inclusion sociale, la citoyenneté, là, j'ai dû rater des choses à cause de mon excellent portugais, mais je n'ai pas bien compris, donc c'est peut-être une question en quoi ça a modulé des formes particulières de citoyenneté, à part qu'être un individu financiarisé et consommateur est une forme spécifique de citoyenneté. Et du coup, vous connaissez ma grande amitié pour le SS, donc du coup, je lis, j'arrive pas, je suis désolée, j'ai beaucoup essayé, mais j'arrive pas. Donc je lis, j'entends, disons, la présentation d'Arnaud comme un autre versant finalement de la privatisation, puisque on est bien dans du privé, plus ou moins marchand. Ce que tu as montré, c'est que... comment j'ai entendu ce que tu as montré en français, là, donc j'ai tout compris, c'est aussi que une grande partie de ce qui était labellisé ESS en Argentine œuvrait à faire de l'inclusion dans le marché du travail et dans le marché des biens. Donc c'était un autre instrument complémentaire de la financiarisation pour procéder à cette forme d'inclusion dans le marché des biens et dans le marché du travail, donc également à une forme de mise en discipline, qu'elle soit collective ou individuelle, et tu dis qu'elle est de moins en moins collective, en tout cas sûrement pas collective au sens de politisation et donc de revendication d'un collectif qui échapperait à une emprise, mais au contraire d'un collectif qui se disciplinerait
par rapport à une emprise. Donc finalement, je trouve qu'on a un panel qui est vraiment très cohérent en termes de réflexion. Alors je vous propose une forme de cohérence, peut-être que vous pouvez la contester si elle n'est pas. Donc moi j'ai compris que l'ESS, bon j'avais quand même lu d'autres choses bien sûr sur l'ESS en Argentine, j'ai jamais trop compris qu'on pouvait souscrire à cette appellation de l'ESS, mais bon, si c'est un objet institutionnel, d'accord, toi tu mets pas de guillemets, donc tu prends comme objet institutionnel, comme la solidarité en France qui en fait est une politique fiscale de redistribution aux pauvres. Est-ce que, jusqu'à quel point tu mets des guillemets dans ta tête? Je ne veux pas refaire un grand débat sur est-ce que le SS est vraiment S et S, ou eux plutôt, mais est-ce que toi tu y vois autre chose que ce que j'y vois, c'est-à-dire avant tout, peut-être pas uniquement, mais avant tout un secteur d'inclusion, en fait, de récupération des gens, de la manière que le microcrédit est une forme de récupération dans la financiarisation de ceux qui, spontanément, n'iraient pas sur le marché pour des raisons diverses et multiples. Tu as parlé d'un projet d'une autre économie. Est-ce que c'est un projet qui existe, qui est affiché, qui est labellisé, Est-ce qu'il y a un conflit au sein de ce qu'on a labellisé ESS pour continuer à affirmer ce projet d'une autre économie? Ou est-ce que finalement c'est un produit institutionnel avant tout? Je vais poser 2-3 petites questions parce que voilà, il paraît que c'est à peu près mon rôle aussi. J'en ai déjà posé à Massia, j'en ai posé donc à Arnaud. Marco, j'aimerais bien, même si ça va de soi, que tu expliques un peu plus ce que tu appelles la marchandisation des rapports sociaux. Parce que là aussi, je trouve qu'on tombe un peu dans la labellisation. Ok, il y a la marchandisation des relations de travail, mais de quel type de rapports sociaux il s'agit quand on parle quand toi tu parles de marchandisation finalement? Ça c'est une première question, mais on peut y réfléchir dans les 10 ans à venir peut-être. Et tu parles des périodes historiques différentes, mais de l'échec de la démarchandisation des droits sociaux. Ok, donc il y a une marchandisation des droits sociaux à travers pas seulement le marchand, là je ne sais pas si je suis d'accord avec le terme de marchand, mais en tout cas avec des choses comme la contractualisation, la responsabilisation, le comportementalisme, l'individualisation, etc. Oui, est-ce que c'est que du marchand? Je pense que ça déborde la dimension marchande, mais est-ce que tu penses quand même pouvoir lire un échec de la marchandisation du coup? Parce que tu as dit plusieurs fois que l'État récupérait des gens, l'État reprenait, je crois que tu as mis, l'État reprenait des gens qui n'arrivaient pas, par exemple, sur le marché des assurances. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, est-ce qu'en fait, il y aurait une relation de tango, disons, de danse à deux entre l'État et le marché, où la frontière et le partage des responsabilités n'est pas tout à fait fixe, et où l'État, malgré tout, a encore des responsabilités morales à l'égard du social et se sent obligé de calfeutrer ou d'éponger les échecs du marché? C'est plutôt une question. Sinon, je vais vous poser des questions triangulaires et j'en aurai fini là. À Marco, donc, est-ce qu'il existe aussi un affichage social et solidaire de la privatisation qui serait donc en marge du politique et du marchand, finalement, qui s'afficherait comme tel? Est-ce qu'il y a aussi ce type de dispositif au Chili où l'inclusion à l'intersection du social et de l'économique se fait par quelque chose qui s'affiche social et solidaire? Je ne connais pas le Chili, donc je ne sais pas dire. À Massia, du coup, aller un peu plus loin sur la financiarisation peut-être, et est-ce qu'elle accompagne et permet une forme de marchandisation du social, du coup d'acheter des assurances par exemple, ou je sais pas, d'acheter des services de garde d'enfants, ou disons, est-ce que ça bouge aussi? Et du côté d'Arnaud, mais tu l'as dit en partie, finalement, est-ce que l'ESS euphémise à la fois la marchandisation et la dépolitisation? Parce qu'il semble que c'est un produit tout à fait propre sur soi, qui se pose hors conflit du travail, hors capital travail, hors conflit politique. Il n'y a pas grand monde qui peut être contre ces jolies choses qu'on appelle l'ESS. Même moi j'ai un peu de mal quelquefois. Voilà. Et puis vous avez laissé en creux, mais vous vous êtes arrêté avant,
me semble-t-il, vous avez laissé entre eux les gens. Donc, mais ça, c'est une autre question, mais du coup, j'aurais quand même eu envie de descendre un peu plus bas, disons, vers le sol, et de poser la question de la subsidiarité dans ces configurations dont vous parlez. Quid de la famille comme corps intermédiaire? Je ne parle pas des individus uniquement, mais de quelle façon la famille se positionne dans ces configurations-là, marchandisation, financiarisation, subsidiarité, privatisation, etc. Qu'est-ce qui est attendu d'elle? Comment est-elle éduquée, disciplinée? Bien sûr, dans les choses que toi tu as montrées, Massia, il y avait de la famille. Il y avait une dame qui n'avait pas l'air d'être une bonne mère de famille, mais sinon tout le monde avait l'air d'être comme il faut. Donc, est-ce qu'il est aussi prévu dans cette espèce de configuration-là un rôle pour la famille? Voilà, merci. Je pense qu'on peut prendre quelques questions, on n'est pas très nombreux, et puis on fera un mix avec le... S'il y en a. Ou bien on vous donne la parole tout de suite. Alors, on vous donne un petit coup de parole maintenant, et puis ça va relancer la chose. Merci. Donc, j'essaye de donner réponse à commentaires de tes questions. Je suis très d'accord avec ce que tu proposes, plutôt que de voir un État qui recule, qui prend sa retraite. C'est un État qui se redéploie et donc qui resignifie le sens de l'État. Et ce que j'essaye de montrer par cette idée de subsidiarité privatiste, c'est que non seulement l'État laisse la place à l'activité privée, mais que l'État dépense, compromet des ressources à très long terme pour faire en sorte de soutenir ce que j'ai appelé là donc cette marchandisation des rapports sociaux. Qu'est-ce que je veux dire donc par cette marchandisation des rapports sociaux? C'est que on a non seulement institué, mais on a naturalisé le fait que pour avoir accès à des biens, au bien-être, ça se fait par le biais du marché. C'est-à-dire on achète la santé, on achète l'éducation, on achète le loyer, etc. Donc c'est chaque fois moins concevable culturellement au Chili le fait d'avoir accès à des ressources publiques. D'ailleurs, c'est le débat qui vient d'avoir lieu au Chili par rapport au projet de Bachelet de gratuité dans l'éducation universitaire. Donc, justement, ce que proposait Bachelet, qui n'était autre chose que la demande sociale du mouvement des étudiants, c'était de concevoir l'éducation, et aussi bien l'éducation scolaire que l'éducation supérieure, technique et universitaire, comme un droit social, donc non marchand. Et, mais quand on essaye de dénouer cette demande sociale, on voit qu'elle est assise surtout sur un mal-être des étudiants quant au volume d'endettement privé qu'ils ont engagé pour avoir leurs études. Alors dès le moment où l'État, c'est le cas du gouvernement précédent de Sébastien Piñera, a proposé de réduire de 7 à 1,4% le taux d'intérêt sur l'endettement pour le financement universitaire, il y a toute une partie du mouvement étudiant qui se démobilise. C'est-à-dire, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir, non pas de démarchandiser l'accès au bien-être, mais que ça soit dans des conditions qui leur soient soutenables. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que, qu'est-ce qu'on voit un peu partout? C'est que, finalement, quand on essaye d'analyser plus profondément quelles sont ces nouvelles demandes sociales de la société chilienne, c'est surtout des réclamations contre l'insoutenabilité du mode marchand d'accès aux biens publics ou aux biens sociaux, et non pas contre la marchandisation elle-même. Et le seul, et donc je passe aussi sur l'autre question, c'est-à-dire est-ce qu'on trouve un peu de l'économie sociale et solidaire dans ce sens-là? On en trouve, mais est-ce qu'on en trouve de l'économie sociale et solidaire sur un niveau institutionnel? Très peu, c'est très rare, c'est très récent. Il y a uniquement quelques municipalités, c'est-à-dire sur le plan local, qui essayent de mettre en œuvre des pharmacies populaires, c'est-à-dire des pharmacies où on achète des médicaments au prix de coût et non pas en prévoyant un gain pour les laboratoires. Ça marche assez bien, mais ça ne change pas un paradigme d'action. Et un peu, Léna en parlait hier, comment les gens pauvres au Brésil, ils préfèrent s'endetter pour envoyer des enfants dans des écoles privées,
plutôt que de les envoyer à l'école publique. Bah, ça, je dis, on le trouve tout le temps, et dans les universités. Les familles préfèrent donc de s'endetter à plusieurs personnes, et en plus, c'est des dettes de consommation courante auprès des banques, même auprès du bétail, pour envoyer leurs enfants, leurs jeunes, étudier dans des universités privées à très bonne réputation, un peu à l'anglaise ou avec des noms un peu anglophones, plutôt que de les envoyer sur l'offre publique de l'éducation. Alors c'est pour ça un peu que j'insiste sur le fait que ce paradigme privatiste n'est pas uniquement une façon de transformer l'opération de l'État, mais c'est une façon de penser qui a déjà plusieurs décennies au Chili et qui ne peut être changée que sur le point de vue culturel. Petit exemple pour terminer. On discute chaque fois plus au Chili sur la pauvre performativité du système privé des retraites et le fait que les personnes, le 60 ou 70% des personnes qui cotisent dans le système privé n'auront pas le droit finalement à une retraite qui atteint le salaire minimum. Et donc c'est bien évidemment l'État qui couvre ce différentiel. C'est-à-dire c'est l'État qui prend la responsabilité de ce que le marché n'est pas capable de produire sans mettre en doute la légitimité du système privé de retraite. Et donc parmi les solutions pour essayer d'améliorer cette performativité, bien sûr c'est des solutions très limitées, il y a une solution qui fait plus ou moins le consensus de ces différents secteurs, d'augmenter d'un 5% les cotisations des retraites. Et donc le débat c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce 5%? Est-ce que ça va partir aussi dans les caisses privées? Ça va être géré par les caisses privées? Est-ce que ça va partir aussi dans la capitalisation individuelle? Alors on pourrait supposer que la société chilienne va dire ah non, on veut que ça parte dans une administration publique et que ce soit solidaire. Eh bien non, d'après les enquêtes, la grande majorité des Chiliens veulent que ce 5% aille dans leur capitalisation individuelle. Donc c'est-à-dire on réclame contre les effets pervers de ce système privatiste, mais on n'est pas disponible pour construire une solidarité à côté. Il y a une méfiance. Ils ont réussi. Il y a une légitimation du marché comme distributeur de la richesse. Ah non. Merci por fazer comentário. E agora em português. Eu até nem sei se eu entendi tudo que o Marcos estava dizendo, mas me pareceu muito próximo, enfim. Você pergunta sobre a mercadorização, né? Eu vou arriscar, eu acho que eu não cheguei aí ainda, né, no nível do desenvolvimento da pesquisa. Acredito que sim, porque então, o que antes eram serviços públicos se transformam então, nesses bens adquiridos no mercado, né? E existe toda uma interpretação dessas práticas que estão dentro desse campo de inclusão financeira que são entendidos exclusivamente na perspectiva da pobreza como uma fronteira de mercado, né? E essas análises elas trazem elementos que a gente vê de fato no discurso dos próprios atores que estão promovendo, né? Essas ações. Ao mesmo tempo, quando você vê, tem alguma literatura que faz uma crítica, ou mesmo em alguns debates, quando essas questões são colocadas, né, da compra no mercado e tal, elas são criticadas. Um dos elementos é o fato de que, se você pega, por exemplo, o balanço financeiro do Bradesco, que é o principal banco privado que está atuando no microseguro, a porcentagem de microseguros é muito pequena. Então, a pessoa que não concorda muito com essa ideia de a pobreza como uma fronteira de mercado vai dizer, mas é irrisório, né? E aí é que eu acho que a gente pode contribuir. E a ideia a gente, assim, né, a sociologia, né, e as ações de educação financeira, não só pelos atores exclusivamente dedicados à educação financeira, mas aos próprios atores financeiros que estão promovendo essa entrada.
Eles estão modificando seus produtos, eles estão formando seus funcionários e eles estão educando toda essa população para entrar nesse sistema financeiro já nessa chave da compra do serviço, né? Ouvindo, por exemplo, né, quando o Jacó estava falando que as entrevistadas gostariam de sair do Bolsa Família, eu me lembrei de uma pesquisa também, uma apresentação que eu vi também em São Paulo, que esse dado aparecia junto com a interpretação era os benefícios sociais são estigmatizantes, né? E aí a coisa do... Então, por exemplo, eles falavam assim, não, Bolsa Família não, mas o BPC sim. Porque o BPC eles não chamam de benefício, eles chamam de aposentadoria, né? Então tem uma relação com o mercado como se eximisse, né? Tira desse lugar estigmatizante. E eu fico pensando o quanto esses discursos que estão circulando, não para hoje, nem para... não sei se depois de amanhã, mas em algum momento eles não entrem num espaço que os direitos, tal como a gente entendeu, estão sendo desmontados, criando quase um valor positivo, né? Quer dizer, quase não, né? A gente transforma, então, um catador de latinhas num microempreendedor, né? E isso tem um ganho individual, né? Ele se sente, tem ganhos individuais. E aí, enfim, eu acho que esse é o grande desafio para a gente, o grande problema. Merci. Merci Blandine pour tes commentaires et questions. Alors sur l'ESS, c'est vrai que j'ai pas mis de guillemets, mais j'ai cherché à montrer justement toutes les ambiguïtés que recèlent à la fois les politiques et les pratiques. Moi je dirais que c'est pas qu'un objet institutionnel, même si le fait que ce soit des lois d'économie sociale et solidaire, en fait c'est un champ quand même qui s'est constitué, et un champ sous tension, où il y a une diversité d'acteurs qui essayent d'imposer leurs définitions, leurs orientations. Donc on est vraiment dans des rapports conflictuels avec des alliances différentes à l'intérieur, où il y a des acteurs publics, des acteurs privés non marchands, des acteurs privés marchands. Et en France, on n'y échappe pas avec la loi 2014 d'économie sociale et solidaire en France, quand les entrepreneurs sociaux sont rentrés dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, ça a créé des tensions entre les plus historiques. Donc voilà, on est à peu près partout. C'est vrai que c'est une notion qui justement passe partout parce qu'elle euphémise, comme tu le dis. Presque personne n'est contre, presque personne n'est contre la société civile. Donc mais intérieurement, enfin quand on plonge à l'intérieur, par contre on voit des tensions, des conflits et des ambiguïtés. Je dirais que et c'est vrai que je dirais que assez vite, au niveau ensuite, en fonction du curseur où on se positionne et du niveau d'analyse de l'échelle, on voit des logiques dominantes qui sont différentes. Il est quand même difficile, même pour des acteurs gouvernementaux, même pour des fonctionnaires qui arrivent à des responsabilités dans les ministères du développement social avec une trajectoire militante, de réorienter finalement des politiques d'assistance et des politiques de mise, comme tu dis, sur le marché des biens et du travail de ces populations. Ça, c'est une tendance qui est très forte. J'ai pu observer certains acteurs essayer ou alors de créer en parallèle d'autres dispositifs qui pouvaient au contraire renforcer des formes d'activité non marchande, d'organisation non marchande. Mais cette logique, elle est extrêmement forte dans les différents espaces politiques, d'action publique. Vraiment, l'idée d'une autre économie, on la ressent nettement plus évidemment dans ces organisations intermédiaires, dans les militants qui en général sont salariés ou qui dirigent, qui sont vraiment les porteurs d'un projet politique et économique. Là, on peut retrouver plus d'économie solidaire sans se référer aux théories existantes et qui circulent très bien entre le sud et le nord, et même à l'intérieur, puisqu'on a une province périphérique de Mendoza. Les acteurs sont très bien équipés théoriquement
pour penser l'économie solidaire. Ensuite, sur ce que tu disais, si on redescend vraiment au plus bas, là encore une fois disparaît, pour ce que j'ai pu observer dans les familles ou chez les travailleurs, est beaucoup moins présent cette dimension militante, politique, d'autres économies. On est dans une logique d'obtenir des revenus, une logique assez... c'est vraiment la logique prégnante, c'est pas la seule, mais c'est la plus importante. Pour les familles, alors moi je ne les ai pas vues tout à fait, mais dans le projet que je développe maintenant, c'est en intégrant la problématique de genre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Finalement, les femmes sont au cœur de tous ces dispositifs. Et là, encore une fois, c'est plein d'ambiguïté. Juste pour un mot, à un moment, j'ai montré une photo sur l'association El Arca, qui fait beaucoup de production textile. Donc on a des petites unités, et ce sont essentiellement des femmes, et qui travaillent à la maison, parce que ça leur permet de continuer de s'occuper ou de leurs enfants, ou d'une personne handicapée, ou d'une personne âgée. Et il n'y a pas une véritable réflexion ou de débat sur qu'est-ce que ça produit. Est-ce qu'on est dans la reproduction des rapports de genre et qui fait le travail, c'est juste une conciliation entre travail de production et travail de reproduction, comment c'est vécu, alors que c'est une association qui est très militante, avec beaucoup de moments de délibération, d'échange. Cette question-là est très peu présente. Merci. Plein de choses, mais c'est le problème justement. Je pense qu'en fait, dans les trois communications, pour moi, je commence à venir un peu obsédée avec ça, mais je crois que l'impression que ça trouve beaucoup la question de la centralité, cette forme de réorganisation des formes d'intervention de l'État, en fait. C'est toujours l'État, mais qu'est-ce qui lui revient finalement comme fonction et quelle serait sa fonction sociale et comment est-ce que ça s'articule avec les manières que les populations s'approprient pour s'exprimer, pour résister ou pour éventuellement s'adapter à certaines catégories. Et peut-être que ça vaudrait le coup de façon un peu plus orientée de réfléchir à cette question, comment à chaque fois, dans les trois cas, là, l'État, quelque part, quand même, il est extrêmement actif. Il trouve d'autres modes de gouvernement, d'autres dispositifs. Je crois que c'est complètement dans la continuité des réflexions qu'on avait eues avant. Estou pensando na Márcia aí. Enfim, acho que tem muito a ver com o que a gente falou, Lutz, inclusive o que a Nina Laminas também falou, mas a respeito de como esses dispositivos tomam uma trajetória própria. Acho que no seu caso é um pouco de ver por dentro como isso funciona. Então acho que não é nada menos do que disse a Helena, mas é de certa forma complementar, porque ela colocou isso como se fosse uma hipótese provocadora. E aí tem que fuçar, tem que ver como que acontece mesmo, mas como isso. E eu acho que assim, é um pouco nesse sentido que eu entendi. Acho que todas as contradições que tem lá dentro, de formas de apropriação, mas também de inclusão, em que forma de cidadania, de o que a gente está falando, eu acho que é por aí. Tá? E eu acho que no caso de Marco, é de uma totalmente de um outro lance. Mas, enfim, eu acho super instigante porque também é um pensamento novo. Essa questão de não cada vez ver quais são as rupturas dessas temporalidades, mas de ver o que são essas continuidades de formas de legitimação que permitem que possa haver, mesmo assim, uma forma de dominação do Estado, enfim, que impõe quanto. Enfim, de onde pode surgir uma coisa dessa? E como isso se constitui? Então, nesse sentido, eu achei bem instigante. Eu tenho uma pergunta para Arnaud, que eu vou repetir e vou encher. Assim, je vais t'embêter, parce que j'étais déjà embêtée là cette semaine 2 fois, alors je vais insister longuement. Cette histoire des 3 échelles, du micro, du meso et du micro, maso et macro, c'est le résultat de tes recherches. C'est pas une hypothèse initiale, c'est pas, allez, je vais prendre ma méthode et boum, on va tuer mon terrain avec ça. Je vais regarder ce qui se passe aux différents niveaux. La façon dont tu racontes, dont tu as réalisé tes terrains et que tu as arrivé à découvrir quel est le niveau pertinent de ces comparaisons, justement pour comprendre cette logique de l'État national argentin,
et aussi de comment justement se casse cette trajectoire très particulière en fait de la ville de Mendoza, comment du coup l'économie sociale et solidaire, soi-disant, fait la même chose que toi, Blondine. La première chose que j'ai fait, j'ai sauté sur tous les chevaux, mais comment c'est l'économie sociale et solidaire? C'est une espèce de... Bon, enfin, Machado là au Brésil, il appelle ça comment tu traduis ça? Une catégorie omnibus. Une catégorie omnibus, une catégorie de bus qui est ça un pot, et puis il faut trouver le contenu dessous. Par contre, ça permet super bien de faire la médiation. Parce que tout le monde s'y retrouve, sauf que les gens s'y retrouvent sous un habillage qui paraît pas identique, mais chacun s'y retrouve d'une façon différente. Donc c'est quand même un drôle de truc, c'est un dispositif en lui-même. La propre l'utilisation de la catégorie, tu vois. Mais donc il faut le dire au départ que c'est ça ton objet, donc de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cet affichage et pourquoi du coup ça permet de gouverner. Et je pense que c'est à partir de là que tu peux raconter ton histoire qui est, mais pourquoi, à partir du cas du Buenos Aires, tu as trouvé que c'était pertinent de comparer avec le contexte régional de Mendoza. Mais enfin, il faut absolument inverser cette présentation. Tu te tues avec ça parce que tu as une richesse, une capacité, une originalité du terrain qui est excellente, mais ça vient du terrain et de tes capacités de faire ce terrain. Et pas parce que tu as pris en manuel, tu dis, oh non, regardez, le niveau micro, mais le macro. Ça, n'importe qui peut le faire, tu sais. Alors il faut inverser, alors fais-le avant demain, de bon courage, c'est ça. Eu acho que a apresentação do Marco trouxe a centralidade do Chile e a precocidade do Chile na América Latina. Eu não acho que é um modelo diferente, eu acho que trata-se de um modelo latino-americano de neoliberalismo. E o Chile é exatamente o campeão latino-americano por conta do Pinochet. Esse processo de privatização do Estado é um processo que está em curso em todos os nossos países. A subsidiarité é nada mais nada menos que um amplo processo de privatização da ação pública. Não é? Quer dizer, esse processo está acontecendo em todos os nossos países. E o Chile tem essa possibilidade impressionante de ter sido o modelo mais precoce de implantação, nem era possível isso. No Brasil, na Argentina, mesmo sob ditadura, quando o Chile implanta esse processo. A concertação, o processo de transição chileno, na verdade, eu acho que talvez aí a gente tenha uma diferença importante entre Chile e Brasil. Por exemplo, ou entre Chile e Argentina. Você conhece menos o caso da Argentina. Mas entre Chile e Brasil, sim. Porque os movimentos sociais, a invenção democrática no Brasil nos anos 80, de fato questionou fundamente alguns patamares da ditadura e colocou os direitos, o horizonte emancipatório, eu acho, de uma maneira um pouco mais, questionando um pouco mais aquilo que me parece não aconteceu no Chile. Então há aí uma diferença importante. Mas, de fato, a circulação de ideias com a mediação das agências internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., é muito importante para a gente entender essa precocidade e a força do modelo chileno. Né? Depois, eu acho que isso tem tudo a ver com o novo papel do Estado. O Estado está presente em todos os casos. O Estado está presente e organizando tudo isso. O Estado não está em nenhum momento ausente, ele está presente de uma outra maneira, é protagônico, absolutamente protagônico de tudo isso. Eu queria acrescentar uma coisa, Marcelo, ao que você falou, que é o fato que o Brasil tem exportado, junto com a Odebrecht, um modelo de inclusão bancária para toda a África e para uma parte considerável também de regiões recônditas da América Latina. O modelo de inclusão bancária brasileiro foi um eixo de exportação. Eu descobri isso na África e era um sucesso absoluto, né? Junto com os pedágios, junto com a automação dos pedágios e com a Odebrecht. Né? De certa maneira, esse modelo de inclusão bancária é um outro lado das políticas sociais. E aí não se trata nem de criticar, nem de apoiar, mas se trata de compreender. Alors moi je ne sais pas si j'ai mal compris, mais en fait, c'est vrai que l'État est bien présent dans toutes les expositions, mais alors ce que je n'ai pas compris,
besoin du chien. J'ai l'impression qu'on a, il y a certainement des secteurs à qui il sert, mais est-ce qu'il sert vraiment les intérêts de ceux qui prétendent servir? Ça, c'est vraiment la question qui se pose à moi, enfin, dans le cas du Chili, mais alors, en fait, tant qu'à déléguer, autant déléguer complètement. Enfin, du coup, ça donne vraiment l'impression d'une espèce d'entité parasite qui régule, mais pas ce qu'il, pas les secteurs en tout cas qui régulait, en tout cas pas dans le domaine social. Parce qu'à la pause, on discutait avec Marco justement à quoi sert ce récit de performativité de l'État. Donc la question, c'est pas plutôt à quoi il sert, la question, à mon avis, elle est plutôt pourquoi faut-il maintenir un affichage démocratique et de service public. Et du coup, le hiatus, mais du coup la question c'est comme le discours sur les pauvres, ou c'est comme, je me souviens, c'est comme le discours on dit sur l'informel, à quoi ça sert d'avoir un discours sur l'interdiction de vendre des trucs dans la rue, alors que tout le monde vend des trucs dans la rue. Donc à quoi sert la loi quand elle n'est pas respectée, à quoi sert la règle quand elle n'est pas... Elle sert quand même à tenir un niveau de fiction narrative qui de certaine façon est efficace et performatif, ou à quoi sert les projets de développement dont on sait qu'ils ne développent rien du tout. Mais il faut continuer à raconter une jolie histoire. Et je pense que ça, c'est la performance narrative qui n'est pas négligeable, y compris dans l'État. Je voulais juste revenir sur le bref débat qui s'est fixé autour de la catégorie omnibus, la catégorie fourre-tout de l'économie sociale et solidaire, et le replacer dans le débat qui a eu lieu hier dans la table de l'après-midi sur la coexistence, la continuité, la dialectique entre les processus de gestion et les projets d'émancipation. Je crois qu'on ne peut pas réduire l'économie sociale et solidaire à un dispositif de gouvernement, même si dans certains cas, dans certaines dimensions, il peut l'être. Donc on est aussi, comme l'a rappelé Arnaud, à partir de cet engagement et de cette connaissance du projet politique des catégories intermédiaires dans un projet d'émancipation. Et donc les deux processus sont continuent, entremêlés. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire ça uniquement à des dispositifs de gouvernement. Je ne crois pas non plus qu'il faille refaire la présentation pour demain. La présentation pourquoi? Pour demain, Arnaud passe l'audition Molière. Eh bien, faute de combattants dans le débat, je déclare cette session fermée. Merci à tous, c'était super.